Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Late et Smart avec mes deux invités. Durant une heure, nous allons tenter de mieux comprendre, de mieux appréhender les challenges autour de l'actualité économique du moment. Deux grands thèmes ce soir, comme chaque soir. On va s'intéresser à la nouvelle dette, la dette estampillée floquée du drapeau européen des 27 aujourd'hui à Bruxelles. Voilà, pour la première fois, ceux qui comptent à Bruxelles rencontraient des banquiers, pas pour parler de l'avenir de la planète, pour parler concrètement émission de dette, pour préparer la future et vraisemblablement très proche émission obligataire de l'Union européenne en tant qu'Union européenne, c'est-à-dire cette fameuse dette des 27, cette fameuse dette mutualisée. Le secrétaire d'État Clément Beaune nous a appris à révéler dans la presse que ce serait une première émission de 10 milliards d'euros. Voilà, vraisemblablement, c'est le début. Hein. Ce n'est que le début. Une fois qu'on est engagé 10 milliards d'euros, c'est pas assez. Aujourd'hui, on compte en centaines de milliards. Mais voilà, c'est une première, d'où le thème de ce premier débat, qui aura la plus belle dette, parce que la dette de l'Union européenne, elle va être entre guillemets en concurrence avec la dette de la France, avec la dette de l'Allemagne. Tout ça, c'est en euros, mais c'est pas exactement la même signature. Ce sera le point de départ de ce débat autour de cette future dette européenne. Et puis, on parlera évidemment du fond et des conséquences de tout cela. Dans la deuxième partie de l'émission, nous serons toujours sur de la macroéconomie. On reviendra, on l'avait un peu évoqué hier. Aujourd'hui, 1er juin, c'est la fin des aides, du soutien public via en tout cas le fonds de solidarité pour tout un nombre d'entreprises, de commerces, tous ceux qui ne sont pas concernés directement par ce qu'il y a de pire dans la crise, même si ça repart, c'est-à-dire la restauration, les hôtelleries, etc. Tout le traditionnel qui est censé avoir complètement repris, c'est fini. Pour ce qui est du fonds de solidarité, c'est le début de la fin du quoi qu'il en coûte qu'on avait déjà évoqué hier. On y reviendra ce soir. Voilà. Est-ce que cette reprise économique, elle justifie la fin du soutien public, la fin des aides? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que cette progressivité fonctionne? Voilà. Et puis combien de temps tout ça, ça va durer? Combien de temps ça peut encore durer? Encore une fois, compte tenu des niveaux de déficit, quand on a déjà parlé, mais dont on sait depuis hier qu'ils ont été, depuis le week-end dernier, dont on sait qu'ils ont été ces déficits très largement revalorisés, réestimés à la hausse. On aura l'occasion d'en parler. Mes invités ce soir, deux économistes qui figurent parmi les intervenants au Forum économique de la Sorbonne en partenariat avec Bismart. C'est aujourd'hui et c'est demain. Des intervenants qu'on a l'habitude de recevoir ici autour de cette table. Isabelle Jobazy, bonsoir. Bonsoir Guillaume. Vous êtes directrice des études économiques du groupe Crédit Agricole. Vous et votre équipe, vous animez demain une table ronde qui s'appelle « La finance et les crises, facteurs ou remèdes ». Vaste programme. Voilà, rendez-vous à la Sorbonne. Victor Lequillerier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondateur et président de BSI Economics, économiste également. Et vous, votre table ronde demain, c'est financer l'économie de demain. On est en plein dans la thématique du jour. Merci à tous les deux d'avoir été mes invités, d'être mes invités. Tout de suite, la petite question apéritif avant de parler de dette. On va parler superstructure, organisation. On va parler de l'OCDE. On parle d'organisation, on parle de l'OCDE. Question toute bête, à quoi sert l'OCDE? Pourquoi on en parle ce soir? Eh bien parce que, regardez ce papier des Échos, après 15 ans à la tête de l'Organisation de coopération et de développement économique, ça c'est l'acronyme OCDE, le Mexicain Manuel Gurría laisse les commandes aujourd'hui, à son successeur, l'Australien Mathias Cormann. Donc voilà, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour l'OCDE, nous dit les Échos. Ce monsieur Cormann, c'est notamment un ancien ministre des Finances de l'Australie de 2013 à 2020, et c'est un mandat de 5 ans. Alors, voilà, question posée, à quoi sert l'OCDE? Alors, on a vaguement appris ça, en tout cas, on a appris ce que voulait dire l'acronyme, déjà, une chose, éventuellement, quand on a été à l'école, études d'économie, tout ça, et on en parle un peu plus sérieusement ces derniers temps quand on parle de fiscalité. Mais en même temps, c'est pas l'Institut mondial de la fiscalité, donc pourquoi parle-t-on de... Et d'ailleurs, M. Cormann, il donnait une interview au Figaro, c'était il y a quelques jours, regardez, comme par hasard, il faut un accord sur la fiscalité le plus tôt possible. Donc on est très fiscalité, mais bon, mais pas que. Isabelle, pour l'économiste que vous êtes, alors c'est formidable, le CDE, même pour le grand public, ou en tout cas il y a une base sur le site internet, on a toutes les comparaisons qu'on veut, c'est génial. On imagine que c'était pas la vocation
qualification de départ non plus. C'est le club économique des pays riches. Voilà, le club. Là, il s'y passe quoi, ce club alors? Il faut d'abord se rappeler que l'OCDE, au départ, ça a été créé pour administrer le plan Marshall. Et puis à sa suite, c'est devenu effectivement ce club de pays riches. Donc aujourd'hui, je crois, c'est 38 pays, si je ne me trompe pas. 38 pays. Alors on a intégré quand même quelques pays émergents, comme le Chili, la Colombie, et puis récemment le Costa Rica. Et donc ça représente à peu près 60% du PIB mondial. Et cette organisation se veut être un peu un laboratoire d'idées qui va influencer les politiques économiques et sociales justement de ces pays. C'est un peu le think tank des pays riches. D'accord. Après, ils ne font pas que ça. Basé à Paris, hein, Château de la Muette, précisons. Basé à Paris. Après, moi, en tant qu'économiste, ce qui m'intéresse, c'est un producteur de statistiques. Voilà. C'est un producteur de statistiques et surtout l'intérêt de ces statistiques, c'est qu'elles permettent de faire des comparaisons internationales. Parce que souvent, il faut retraiter les statistiques nationales à des fins justement de comparaison. Et puis, les prévisions qu'ils font sont de qualité. Et d'ailleurs, elles donnent un petit peu le là des perspectives économiques. On voit bien dès que sort leur prévision. Encore hier, effectivement, la croissance mondiale a été révisée à la hausse. Voilà, c'est à la une des journaux, ça donne un petit peu la tonalité. Vous l'avez dit aussi, on en a beaucoup parlé au niveau de la taxation internationale. Donc, c'est un endroit aussi qui peut organiser la coopération, organiser justement ces négociations autour des taxations des entreprises, des multinationales et puis en particulier des géants numériques. Et puis finalement, laboratoire d'idées. Alors, sachant que la pensée a quand même beaucoup évolué. Il faut se rappeler qu'au départ, c'était un peu le chantre de la pensée libérale, au même titre que le FMI, la Banque mondiale. Et puis au fur et à mesure... Libérale au sens américaine, venue de là-bas. Donc, et puis c'était un peu le pilier de la mondialisation. Il fallait défendre plutôt les politiques qu'on a appelées plutôt néolibérales. Puis voilà, ça a évolué. Et maintenant, ils sont très intéressés plutôt aux politiques sociales, tout ce qui parle d'inégalité, tout ce qui parle de lutte contre la pauvreté, de système éducatif. Il faut aussi se rappeler qu'ils ont un cadre de référence, c'est eux qui évaluent les systèmes éducatifs, ce célèbre score PISA que tous nos dirigeants regardent. Dépend de l'OCDE. Voilà, qui vient de l'OCDE. Donc voilà, c'est un peu l'ensemble de... C'est un ensemble qui a son utilité. Oui. Utile Victor, au-delà des stats, qui est un point essentiel, effectivement, de pouvoir faire des comparaisons, encore une fois. Non, je pense que c'est particulièrement utile parce que, comme l'évoquait Isabelle, c'est que c'est en progression en termes de conception des mécanismes économiques et aussi des politiques qui peuvent être menées, parce qu'on le voit même dans le dernier rapport qui a été publié, ils insistent beaucoup sur quelque chose dont on va parler tout à l'heure, sur les finances publiques, sur l'utilité, comment les piloter. Et je pense que c'est un institut un peu comme effectivement un think tank, et que ça soit sur les questions qui aujourd'hui nous animent, donc les questions, la gestion des finances publiques, notamment la fiscalité du capital, aussi des entreprises. Je pense que si le CDE n'avait pas eu cette réflexion-là depuis des années sur ces thématiques-là, aujourd'hui, on ne serait peut-être pas déjà prêt, en tout cas ce que semble vouloir mettre en place les États-Unis, une fiscalité mondiale. Je pense que s'il n'y avait pas eu ce vent qui avait été cet élan de l'OCDE, je pense que ça ne serait pas actuellement aussi avancé aujourd'hui. Et je pense que c'est le nouveau club où on parle des hausses d'impôts, donc effectivement... Non, ça va permettre de dégainer rapidement, parce qu'en fait, la partie technique, a déjà été étudiée par Mais même les Américains ont renvoyé le sujet vers l'OCDE. Voilà, c'est son truc. On parle, à chaque fois qu'on parle de l'OCDE, depuis des mois, c'est fiscalité. Ouais, voilà, c'est le nouveau territoire d'excellence, ou en tout cas de prédilection de l'organisation de la Muette, là, au niveau international. Il y a l'éducation, il y a aussi le numérique, parce que ça fait pas mal de temps qu'eux, justement, ils font des rapports, ils livrent des données sur le taux de digitalisation dans les économies, l'apport que ça a, les gains de productivité que ça génère. Et oui, c'est souvent, en tout cas pour des économies, c'est très précieux parce qu'il y a beaucoup d'informations et de comparaisons qui sont possibles. Mais je pense que même dans la conception générale pour des hommes politiques ou pour des acteurs institutionnels, je pense que c'est important d'avoir un institut de ce type qui favorise, comme son nom l'indique, la coopération. Quand on parle de fiscalité, c'est notamment cette fameuse fiscalité internationale des multinationales, dont on parle effectivement, taxe GAFA élargie, finalement, pas que à la tech, mais aux toutes les grosses multinationales. Enfin, en tout cas, c'est l'option prise par les Américains, donc c'est ce qui va arriver, puisque globalement, ils ont une capacité d'imposer leur vue en la matière significative. Donc là, c'est de l'OCDE qu'on attend la fumée blanche sur la question de ce futur impôt minimal relevé
pour les grandes multinationales du monde. Ce qu'il en sera, mais effectivement, c'est là que se fait le débat et se fait la négociation. C'est eux qui organisent la coopération, sachant que le travail technique a été fait en amont par les experts de l'OCDE. Voilà, bon écoutez, bon vent à ce monsieur Mathias Cormann, le nouveau... Juste peut-être sur Mathias Cormann, ouais. C'est-à-dire que le dernier élément sur lequel travaillait beaucoup l'OCDE, c'était sur les questions environnementales. Et en fait, le seul petit hic, c'est qu'a priori, ce monsieur est quand même un peu climato-sceptique. Donc j'imagine qu'il va faire aussi sa mue idéologique en étant patron de l'OCDE. Mais c'était juste pour... Non, mais il faut le signaler, je ne savais pas qu'effectivement, il avait... c'est un Australien et effectivement, lorsqu'il était ministre des Finances, il avait plutôt tendance à avoir des visions un petit peu climato-sceptiques. Oui. En même temps, quand on est Australien, on produit du charbon. Voilà, c'était plutôt à continuer à soutenir l'économie carbonée. Voilà. On a envie de continuer à produire du charbon, même si là, ces derniers mois, ils n'arrivent plus à le vendre aux Chinois qui n'en veulent plus, puisqu'il y a un petit boycott. Mais c'est un autre sujet. Voilà pour l'OCDE. On va suivre effectivement la suite, peut-être la fin de ces négociations autour de cette nouvelle fiscalité des multinationales. Allez, tout de suite, le lien est facile. On parle de la nouvelle dette européenne. C'est notre premier débat. Qui aura la plus belle dette c'est l'intitulé de ce débat ce soir dans l'émission, à l'occasion, je le disais, de quasiment le top départ, la première émission de dette souveraine multi-pays de l'Union européenne. Regardez cette dépêche AFP, la reprise dans le Figaro, l'Union européenne peut démarrer sa première émission de dette commune. Alors on le sait, c'était la semaine dernière, les derniers parlements ont validé le principe des 750 milliards de plan de relance global européen. Les premiers versements doivent, si tout va bien, démarrer dans les semaines qui viennent. En attendant, il faut aller le chercher, cet argent, sur les marchés financiers, donc avec des émissions obligataires, estampillées Union européenne, mutualisées à 27. Et aujourd'hui, alors l'émission n'est pas encore lancée, c'est une affaire de jour. Aujourd'hui, il y avait la première réunion à Bruxelles entre les autorités européennes et les grandes banques d'investissement internationales, dont c'est le métier précisément de structurer ces émissions et derrière de les placer, de trouver les investisseurs. C'est donc extrêmement symbolique. Déjà, avant de jouer au concours entre la dette A, la dette B, la dette C, selon les pays, il n'y a pas plus de doute aujourd'hui qu'il y a quasiment un an, c'était début juillet 2020, cet accord, sur la légitimité, à la fois le timing et l'efficacité à terme de cet endettement mutualisé pour les uns pour les autres, en tout cas dans le champ des économistes, en tout cas chez vous deux, Isabelle, sur le principe, de la dette à 27, c'est mieux que... mais c'est très bien, elle est belle parce qu'elle est commune. Ouais. Donc c'est très bien. Après, est-ce que c'est le début d'un processus. Est-ce qu'on met le doigt dans un engrenage ? Voilà, est-ce que c'est le début, je ne dirais pas ça, mais est-ce que c'est le début d'une intégration budgétaire plus poussée qui amènera à émettre de manière pérenne une dette commune, notamment pour financer des investissements. Les investissements de demain, ça l'avenir nous le dira, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a quand même une partie des Européens, donc ceux qu'on appelle les pays frugaux, qui considèrent que cette dette commune, ce plan de relance, sont à caractère temporaire, voilà, c'est un one shot, vu le caractère totalement inédit et historique de la crise, mais que, c'est qu'un one shot et c'est qu'une fois. Or, l'idée qu'ont d'autres pays, c'est que on met le doigt dans un engrenage, ça serait plutôt pour aller vers un budget plus intégré, vers cette émission de dette, mutualiser une partie de la dette à des fins vraiment d'investissement, d'investissement pour demain. D'ailleurs, c'est typiquement le plan de relance. Ce plan de relance, c'est un plan de transformation de nos économies. Victor a parlé des nouvelles priorités, que ce soit l'environnement, que ce soit le numérique. On va financer conjointement, de manière commune, ces investissements du futur. Et c'est effectivement une très bonne chose. Alors Clément Beaune, notre secrétaire d'État aux Affaires européennes, disait ce matin dans l'interview à la presse qu'effectivement cette première émission
test serait de 10 milliards d'euros. Mais bon, il en faut beaucoup plus. Victor, sur le principe, voilà, par rapport à la première question un peu générique que je posais à Isabelle sur l'opportunité, le côté bonne idée, avec la question conjoncturelle ou potentiellement structurelle. Alors, on ne sait pas ce que ça va donner. Vous avez un avis ? Moi, j'espère concrètement que ça sera structurel et que ça va s'inscrire un peu dans une logique où... Alors, c'était déjà quelque chose qu'on avait évoqué. Absolument, oui. Et on continuera. Mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression qu'on est quand même dans un environnement où le financement de la dette ne pose pas les mêmes soucis, ou en tout cas les mêmes soucis conceptuels que ça pouvait être le cas il y a plusieurs années, et que là, c'est l'occasion, et qu'au-delà de la symbolique qui est quand même très forte, parce qu'effectivement, une mutualisation des dettes sous cette forme, parce qu'il y a eu d'autres débats, mais ça n'a pas forcément toujours abouti, c'est un premier élan, et c'est pour ça que ça finance, c'est pour que ça soit de l'investissement. Mais je pense qu'il faut que ça s'inscrive dans une logique beaucoup plus large, de savoir pourquoi on s'endette, qu'est-ce qu'on finance, et de profiter des opportunités qui existent actuellement, et de l'attractivité de ce type d'investissement pour les investisseurs institutionnels, pour que justement aller peut-être plus loin et essayer d'augmenter notre potentiel de croissance et combler certains retards sur les infrastructures, ou si ce n'est pas les combler, prendre de l'avance et prendre sur des considérations qui sont celles de France Relance, du plan de relance en France, donc sur les aspects écologique, de compétitivité et de cohésion sociale. Et je pense que ces sujets de cohésion sociale, ils sont peut-être pas encore suffisamment pris en compte et que justement, c'est peut-être ces investissements-là du futur. S'il fallait s'endetter pour que la cohésion sociale s'améliore, en France, on serait les champions de la cohésion sociale, si je peux me permettre d'être un petit peu provocateur, parce qu'on est quand même déjà un petit peu endetté. Mais en termes d'efficacité, je pense qu'on pourrait en faire encore mieux, notamment, c'est mon avis, mais en termes de formation, formation et tant au niveau des jeunes, mais aussi de la main-d'œuvre actuelle. Et je pense qu'effectivement, il faut que ça devrait amener peut-être aussi une révision en fait, de la conception des déficits et de la dette publique en zone euro. Bon, là, c'est l'Union européenne, c'est plus large. Et c'est d'ailleurs ce que disait l'OCDE dans son rapport d'hier, qu'il fallait que ça peut-être amène une nouvelle forme de réflexion. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai que dans ces réflexions, le capital humain, je pense que l'aspect, c'est vrai qu'on parle beaucoup de transformation numérique, environnementale, mais derrière aussi, ça implique aussi de grandes transformations sur nos compétences. Il faut au métier de demain, et donc des enjeux de capital humain et des enjeux de formation. Mais ce que disait Victor est vraiment très important. C'est si on veut pérenniser. Aujourd'hui, il y a un enjeu qui est crucial, c'est ce plan de relance qu'on est en train de faire. Il faut démontrer son efficacité. Et notamment, il faut démontrer sa capacité à pouvoir rehausser la croissance, à relever ces défis de transformation. Et à mon avis, il y a un peu un laboratoire, puisque c'est le pays qui va être le grand récipiendaire de ces aides, de ces subventions, mais aussi des prêts. C'est l'Italie. Voilà, c'est l'Italie. Et je pense savoir la capacité d'absorption en fait, de l'ensemble de ces fonds pour effectivement transformer en profondeur nos économies et puis effectivement rehausser ces potentiels de croissance. Donc il y a vraiment un enjeu. L'enjeu, c'est maintenant. Si on veut le pérenniser, je suis en accord avec Victor que c'est le sens de l'histoire. Il faut qu'on aille, si on veut apporter de la cohésion au niveau de l'Europe, si on veut éviter qu'il y ait des forces centrifuges qui justement nuisent à cette cohésion et qui mettent en danger en fait l'intégrité à terme de la zone euro, voire de l'Europe, je pense qu'on a besoin de ces budgets communs et de ces investissements en commun. Mais il ne faut pas rater le coup. Il ne faut pas rater le coup cette fois-ci. Victor, dans votre enthousiasme sur le principe, je sentais une envie, une dimension un peu politique, justement, par rapport au projet européen, et ça vous honore. Est-ce que cette dette, alors là c'est 10 milliards, on va dire que c'est pas grand-chose, a fortiori de nos jours, bon, ça va. Est-ce que c'est une dette en plus ou c'est une dette à la place par rapport à notre dette à nous Est-ce que demain, par rapport, on parle des statistiques, la comparaison entre les pays, est-ce que cette dette de l'Union européenne, il va falloir prendre la fraction, je sais pas quoi, de la France au budget de l'Union, et pour ajouter à nos 2000 et quelques milliards de dettes pour juger de notre endettement? Est-ce que c'est de la dette en plus ou à la place, sous-entendu parce que si c'est que en plus, on comprend la vertu de s'endetter à fortiori à taux zéro, on va revenir sur le prix de la dette, mais on comprend la vertu de s'endetter à taux zéro à fortiori si c'est pour dépenser de l'argent sainement en investissement. Mais voilà, c'est en plus ou c'est à la place pour les pays, selon vous? Moi, j'ai l'impression que ça dépendra des pays, parce qu'il y a des pays qui, comme la France, où on va plutôt prendre l'exemple de l'Allemagne,
où il n'y a pas forcément des problèmes de considération au niveau du niveau de la dette publique, même si je ne suis pas forcément très très fan de juste évaluer la structure d'une dette par rapport à son niveau. Mais je pense que, comme le précisait à très juste titre Isabelle, pour des pays comme l'Italie, c'est quelque chose qui est en plus et qui va peut-être apporter une forme de soulagement, parce que eux, justement, l'Italie ou peut-être l'Espagne, c'est des pays qui ont peut-être plus de difficultés à émettre de la dette à des taux intéressants, et ce complément de dette qui est apporté par l'Union européenne, ça va être assez salvateur. Mais pour la France, ça va être aussi salvateur, parce que je pense que si on arrive, c'est la grande condition, si c'est efficace, ça veut dire que ça va générer de l'activité, de la croissance, et à mon sens, encore plus que des excédents primaires. Je pense qu'actuellement, et c'est ce qu'on voit dans les analyses de soutenabilité de la dette que publie le FMI, ce qui permet souvent de réduire le niveau d'endettement d'un pays, c'est sa capacité à générer de la croissance, parce que c'est justement ça qui permet de générer de l'activité, d'augmenter les recettes. Donc c'est pas, même pour des pays comme la France, où c'est peut-être pas forcément aussi salvateur que ça peut l'être pour l'Italie ou des pays de la zone sud. Au sens où la France est capable de s'endetter toute seule, entre guillemets, c'est-à-dire elle a accès au marché sans problème, sur des montants colossaux sans problème, pour l'instant. Et donc, effectivement, c'est pas un game changer pour l'Italie, qui paye plus cher quand elle s'endette République italienne. Là, effectivement, c'est un petit peu moins cher et ça offre la possibilité de s'endetter un peu plus, encore une fois. Je pense que ça offre même davantage de cohésion, ce qu'on voit, qu'est-ce qui offre de la cohésion en ce moment, notamment au niveau du souverain. C'est notamment la capacité institutionnelle, au niveau de la politique monétaire, de rassurer, parce qu'on sait que la politique monétaire a la démarche de manœuvre pour soutenir le marché obligataire, ce qui permet de limiter l'endettement, parce qu'il y a des taux qui sont beaucoup moins élevés. Là, on met une nouvelle brique à ça, c'est qu'on dit on va encore vers plus de cohésion, ce qui fait qu'on va avoir des niveaux d'aide publique qui vont être peut-être de plus en plus élevés, mais qui ne vont pas se traduire par une hausse de l'insoutenabilité des dettes des pays qui sont très endettés. Et le fait, rien que la symbolique, elle est forte, parce que ça montre que, ça y est, on complète au moins la zone euro. Bon, là, c'est au niveau de l'Union européenne, c'est pas les mêmes périmètres, mais je pense que ça va dans ce sens-là, et qu'on va pouvoir avoir une réflexion un peu plus aboutie, un peu plus peut-être pérenne, et plus sage sur le niveau et l'interprétation de ce que c'est un niveau de dette publique. Et d'ailleurs, si on regardait, donc on émet cette dette commune, elle va être redistribuée, donc ces montants vont être distribués, soit sous la forme de subventions, soit sous la forme de dette, de prêts aux États. Et donc ceux qui ont intérêt effectivement à aller chercher les prêts de la Commission européenne, c'est parce que la signature va être meilleure que la leur sur les marchés. Ils vont donc obtenir des conditions financières plus agréables, que ce soit en termes de taux, mais aussi en termes de maturité. Et puis aussi, il va y avoir une période de grâce, me semble-t-il, que les prêts ne vont pas être remboursés avant 2028. Ça vous permet d'avoir le temps de voir venir. Et sur la partie subvention, là, pour le coup, ça ne vient pas alourdir la dette des États au niveau national. Et normalement, ce qui nous a été dit, c'est que ça devrait être remboursé par des ressources propres au niveau européen. Alors aujourd'hui, on ne sait pas trop quelles seront ces ressources propres. On parle de ressources propres, ça s'appelle les impôts et taxes. Voilà, les impôts, c'est ça. Typiquement, c'est un impôt. Donc, est-ce que c'est... on parlait d'une taxe sur les transactions financières, on parlait de ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, on parle de beaucoup de choses, mais pour l'instant, rien n'a été décidé. Mais, le principe, c'est que normalement, ça devrait être remboursé par des ressources propres. Sinon, bien évidemment, c'est chacun suivant sa quote-part, au niveau dans son poids économique, qui devra in fine rembourser. Donc voilà, ça va être l'enjeu, c'est ce partage entre ressources propres et puis les quotes-parts qu'on va apporter. Est-ce qu'il va y avoir un accueil phénoménal des marchés à cette première émission, sous-entendu un prix imbattable? J'en suis persuadée. Même la dette allemande va être battue, c'est-à-dire peut-être pas la dette allemande battue, parce qu'en fait c'est quand même une collection aussi de risques un petit peu différent. Donc mais à tout le moins, je pense qu'il y aura une... Parce qu'aujourd'hui, elle est spread, donc entre le plus bas, c'est l'Allemagne qui emprunte encore à taux négatif très légèrement, même si ça a dû remonter de peut-être 0,3 ces dernières semaines, quelques dixièmes. La France est repassée en territoire positif, je crois, ces dernières semaines. De très peu, mais inférieur à 1% sur 30 ans. Oui, et puis après, on a les Italiens doivent être à 0,5, etc. Ça n'a rien à voir avec ce que c'était il y a 5, 10, 15 ans. Évidemment, l'Union européenne, vous le voyez où là, mais ce qui est intéressant, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que je pense, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va émettre de nouveau un nouvel actif sans risque
au niveau de la zone euro. Et l'actif sans risque, c'est vraiment un peu le centre nerveux du système financier. Comme vous le disiez, c'est la base sur laquelle se forment tous les taux de marché. À chaque fois, vous dites c'est le taux sans risque, plus une prime de risque, etc. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est l'élément un peu stabilisateur. Or, on avait une pénurie d'actifs sans risque au niveau européen. Parce que le seul actif, alors refuge par excellence, c'était effectivement l'Allemagne, à taux négatif. Mais on avait de moins en moins, le gisement d'actifs sans risque avait tendance plutôt à baisser, alors même s'il a été renouvelé du fait de toutes ces mesures de soutien budgétaire, dans un contexte où on a une très forte demande au niveau mondial d'actifs sans risque. Vous avez... Parce qu'il y a beaucoup d'argent qui cherche à se placer. Exactement, voilà. On a un excès d'épargne au niveau mondial qui cherche à se placer et qui cherche des placements sûrs, parce que souvent, par exemple, typiquement chez nous, on vieillit, on prépare nos retraites, et donc on veut se sécuriser un patrimoine. Bon, les pays émergents, ils épargnent, mais pour tout, parce qu'ils n'ont pas les mêmes filets de protection sociale. Vous avez ces politiques d'assouplissement quantitatif, quand même, qui font la part belle, quand même, aux achats de titres souverains. Vous avez les contraintes réglementaires qui pèsent sur les banques ou les institutionnels, qui obligent, pour ne pas avoir des charges en capital, qui obligent à détenir des actifs sans risque, et aussi des actifs sans risque pour faire les buffers de liquidité. Et puis, on est dans un contexte, quand même, on a beaucoup d'aversion au risque, de manière un petit peu plus structurelle, et tout ça est plutôt favorable à l'actif sans risque. Donc, on a besoin, en fait, et c'est très bien qu'on en ait un supplémentaire aujourd'hui qui va élargir ce gisement. Alors, encore une fois, je disais ça va être une première émission de 10 milliards à comparer. Alors, il y en aura plein d'autres. Voilà, les émissions annuelles de la France, c'est 260 milliards l'année dernière, 260 milliards encore cette année. Donc, effectivement, on est sur des montants qui ne sont pas encore au même niveau, mais ça va monter en puissance si je vous écoute. Je reviens sur la question des taxes dédiées, des recettes dédiées face à ces nouvelles dépenses, d'une manière ou d'une autre. Là encore, est-ce que c'est en plus ou à la place? Parce que le budget de la France, il aimerait bien aussi la taxe GAFA, la taxe sur les transactions financières. Aujourd'hui, il y en a une en France. Dans quelques pays européens, pas nombreux, je ne voudrais plus les citer, mais dans leur 3 ou 4. Aujourd'hui, c'est de l'argent, alors ce n'est pas des sommes absolument colossales, mais qui tombent sur le budget de l'État. Si elle est mise en place au niveau de l'Union européenne, cet argent, il ne va plus tomber dans le budget directement de Bercy, il va tomber à Bruxelles. Pareil pour la taxe GAFA, elle est budgétée, la taxe GAFA chez nous, puisque de toute façon, le ministre avait dit quoi qu'il arrive, il l'installerait. Je parle du ministre chez nous, Bruno Le Maire. Donc, est-ce qu'on va être à une guéguerre cette taxe, je la veux, ou alors elle va à Bruxelles. La taxe carbone aux frontières, on imagine qu'elle sera européenne. Là, il y a peut-être un vrai gisement. Vous y croyez à ces taxes dédiées qui sont susceptibles de représenter des montants suffisamment significatifs pour permettre le remboursement de ces dettes, de ces nouvelles dettes? Pour l'instant, c'est qu'il y a beaucoup de flou. On a du mal à voir et de voir justement quel est l'avantage qui va être tiré justement du fait d'avoir cette nouvelle dette et les recettes que ça va générer, et en contrepartie ce que ça va nous coûter, nous, en termes aussi de coût d'opportunité, parce que ce sera autant d'argent qu'on ne récoltera pas, parce que ce sera l'Union européenne. Mais je pense que ça devrait plutôt nous mener à une réflexion qui est une réflexion pas du tout nouvelle, sur la cohésion fiscale au sein de l'Union européenne. Parce que cette question-là, elle se poserait si on avait un niveau de fiscalité qui serait, on va dire, harmonisé au sein de tous les pays. Actuellement, c'est pas le cas. Il y a des grosses divergences entre le taux, je crois que c'est 12% en Irlande sur l'impôt sur la société. Alors, bientôt 15 avec 15, attention. On revient à l'OCDE là. On revient à l'OCDE, mais je pense que c'est ces questions-là qu'il faut se poser, parce qu'effectivement, il y a des pays où ça va avoir un impact pas forcément évident, parce que justement, ça va être un manque à gagner, et pour d'autres, ça n'aura pas forcément d'impact. Et je pense que cette réflexion-là qui devrait être... pour moi, c'est le prolongement à partir du moment où on fait ces émissions mutualisées, qui devrait nous poser ces questions-là sur est-ce qu'il ne faut pas harmoniser pour que justement il n'y ait pas des perdants, parce que nécessairement il y en aura en l'état actuel. Des perdants hors arbitrage, on peut dire qu'est-ce que ça permet de générer comme investissement et comme recette. C'est toujours ça la question, mais je pense qu'au-delà de ça, c'est ces vraies questions-là qu'il faut se poser de nos modèles de croissance et de notre modèle d'harmonisation au niveau de l'Union européenne. Aujourd'hui, Isabelle, je crois que ça doit être 50 ou 60% des programmes d'émission de la France qui est acheté par la BCE, in fine. Oui. Dans le cadre, enfin, je ne saurais pas. Enfin bref. Non, mais à un moment donné, pendant la crise, c'était quasiment la BCE achetait 100% des émissions nettes. Donc depuis, là, il y a peut-être d'autres acheteurs, mais est-ce que c'est possible que demain, peut-être pas à 10 milliards, là, ça va passer comme une lettre à la poste, mais que la Banque centrale européenne achète la dette européenne?
C'est possible, oui. 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 Je pense qu'il n'y a pas d'obstacle à ce qu'elle achète. Sachant que la BCE, c'est l'euro, et que l'Union européenne, c'est un tout petit peu plus que la zone euro. Oui, mais... C'est pas un problème non plus. Non, mais elle achète... oui... On va être un peu de nouveau poche droite, poche gauche. Je ne sais pas, donc oui. Donc déjà, on disait c'est poche droite, poche gauche quand la BCE rachetait la dette émise par la France ou par l'Allemagne. C'était quand même pas exactement le même pantalon. Là, c'est complètement. Oui, je ne me suis pas posé la question techniquement s'il y avait un obstacle à ce qu'elle puisse acheter un environnement d'investissement qui va plus largement que ce qui est zone euro. Parce que bon, elle n'achète pas que de la dette souveraine. Hein. Non, elle achète, après, elle une sorte d'actifs financiers. Voilà, elle achète tout un tas d'actifs financiers. Dans ces actifs financiers, elle peut très bien considérer que ça fait partie de cette palette. Et surtout, si c'est utilisé aussi comme un peu un actif sans risque, elle peut avoir intérêt à le détenir. Bon, allez, un pronostic pour terminer. Est-ce qu'elle va sortir à combien cette première émission là, par rapport à la France? Au-dessus, en dessous? J'aurais tendance à dire en dessous. En dessous ouais. Avec le poids de l'Allemagne, c'est toujours là, c'était l'intérêt depuis le début. Allez, on va dire entre l'Allemagne et la France. Oui, d'accord. Entre l'Allemagne et la France, il n'y a pas grand monde, je crois. Effectivement, on est quand même parmi ceux qui sont proches de l'Allemagne. Donc ça va être quand même proche de l'Allemagne, mais pas tout à fait. Voilà, c'est les Allemands un petit peu dilués. Hein, c'est a fortiori, là, il y a 10 milliards, donc ça va être rapide. Mais la Commission européenne, me semble-t-il, elle les met déjà. Donc il faudra regarder à combien elle les met. Sur les marchés, là, elle les met spécifiquement dans ce cadre-là du plan de relance, etc. Mais et puis avec une autorisation un peu plus, voilà, il y a des instances européennes, il y a la Banque européenne d'investissement. Bien sûr, non, mais il y a plein d'instances donc, européennes. Voilà, il faudrait regarder. Mais là, c'est pour l'Italie aussi, donc. Oui, là, c'est vrai qu'on peut se dire qu'il y a une espèce de collection de risques qu'on additionne. Mais à l'époque, il y avait le mécanisme européen de stabilité qui avait émis justement dans le cadre de certains de ces programmes, et c'était à des taux à l'époque qui étaient quasiment proches de ceux de l'Allemagne. Oui, je pense que c'est. Donc là, ça ne devrait pas être forcément. On n'était pas petite souris autour de la réunion là, dont j'évoquais tout à l'heure entre les. De toute façon, tout ça, c'est quand même bien. Les primes de risque se sont déjà très resserrées. Mais après, l'histoire nous a montré que ça pouvait s'élargir. Ça serait une très bonne signature et probablement avec des conditions. Ça, c'est ce que le marché va apprécier. Et probablement que vous allez avoir énormément de demandes pour un gisement aujourd'hui de 10 milliards qui est très restreint par rapport à cette émission. Ça va être sursouscrit, à mon avis, pour cette première émission. Voilà, 10 milliards, c'est plus grand-chose. Ça nous fait une très belle transition avec ce qui sera notamment notre deuxième partie de l'émission. On va revenir sur le quoi qu'il en coûte, notamment alors qu'effectivement, aujourd'hui, 1er juin, une partie du quoi qu'il en coûte s'arrête, notamment une partie de tout ce qui est fonds de solidarité pour les commerces qui, de fait, ont réouvert depuis un certain nombre de jours. Restez avec nous, on marque une très courte pause. On se retrouve dans un instant. Retour dans Late & Smart, merci de rester fidèle à l'émission. Le titre de ce deuxième débat, c'est affiché en bas de l'écran, la reprise justifie-t-elle la fin des aides? Alors, il y a pas mal de choses dans ce titre, il y a le côté reprise. Déjà, on a été un petit peu douché par les chiffres de la croissance au premier trimestre, on y reviendra peut-être. Là, justifie, on a logique par rapport à l'efficacité économique. Et puis, la fin des aides, alors c'est pas encore la fin des aides, mais c'est le début de la fin. C'est le début de la fin du quoi qu'il en coûte. Aujourd'hui, 1er juin. À partir de ce 1er juin, regardez cette petite dépêche qui résume les choses. Les règles changent. Pour accéder au fonds de solidarité, les critères pour obtenir cette aide sont plus restreints. Et notamment, autant ça continue, le guichet continue à être relativement ouvert pour les secteurs qui ont été les plus atteints, hôtellerie, restauration notamment, mais pas que. Voilà, c'est pour résumer, synthétiser les choses. Mais sinon, voilà, depuis le 19 mai, un certain nombre de... La plupart des commerces ont rouvert leurs portes en grand, alors pas encore complètement compte tenu des jauges, mais globalement, et voilà, c'est cette partie-là qui commence à se réduire parce que ça avait été annoncé par Bercy. Il faut commencer à imaginer le début de la fin du quoi qu'il en coûte. Donc voilà, c'est le début de la fin du quoi qu'il en coûte. Le timing par rapport à la notion de reprise précisément, j'évoquais là à l'instant le fait que je disais on a été un petit peu douché. Il y a eu le chiffre du premier trimestre de la croissance en France qui a été moins 0,1 alors qu'on s'attendait à plus 0,4. À Bercy, on a dit ça ne change rien. La prévision de l'année, on est toujours sur plus 5. Mais bon, on imagine que c'est un petit peu plus tendu. Est-ce que voilà, ce chiffre est une petite anomalie, une petite
aberration, quelque chose de pas forcément très grave, ou est-ce que parce que par rapport au terme reprise que j'évoque, qui est le sujet de la question de la phrase qui est en bas de l'écran, on peut en douter? Non, quand même pas. On est quand même dans la reprise, même malgré ce chiffre de la semaine dernière, un petit peu décevant sur une non-croissance au premier trimestre. Victor? En tout cas, sur les enquêtes, on a l'impression qu'il y a effectivement une reprise. C'était notamment le cas de l'enquête BPI France qui montrait que les intentions en termes d'investissement, en termes de niveau de trésorerie ou même en termes de perspectives économiques, elles sont nettement améliorées par rapport à il y a 2 mois, il y a 3 mois, et que même avec une vision un peu plus prospective, on s'aperçoit qu'il y a vraiment un sentiment de reprise. Donc effectivement, là, on fait ce type de... On décélère, on n'arrête pas tout. Donc je pense que c'est un peu la volonté de ne pas entretenir artificiellement certaines entreprises qui n'en auraient pas forcément besoin et de faciliter, de laisser les choses reprendre leur cours normalement. Mais en tout cas, c'est vrai que les premiers chiffres d'enquête pour les mois à venir sont plutôt encourageants. Et puis quand on voit, on est installé à Paris, quand on voit les trottoirs de Paris, on se dit qu'il doit y avoir une reprise, là, parce que manifestement, il s'est passé quelque chose et c'est tant mieux. Non, mais le moins 0,1, quand on avait été déjà un peu surpris positivement, quand on avait eu le plus 0,4, finalement, la première estimation au premier trimestre, parce qu'il faut se rappeler qu'on était quand même encore sous contrainte sanitaire et qu'on a reconfiné au mois de mars. Et on recule moins que la plupart des pays de la zone euro. L'Allemagne, sur le premier trimestre, a fait moins 8, si me semble bien. Donc, voilà, c'était relativement limité. Après, le moins 0,1 du coup, en termes de ce qu'on regarde, c'est ce qu'on appelle l'acquis de croissance, c'est-à-dire la croissance que vous aurez sur le reste de l'année, enfin en moyenne, si vous faites 0 sur le reste de l'année. L'acquis, quand vous étiez à 0,4, on était sur un acquis qui était autour de 4%. Là, on a perdu, on est à 3,5. Donc, ça veut dire qu'il va falloir plus franchement accélérer pour atteindre les 5% de croissance. En même temps, il y a quelques temps, avant cette révision du PIB, tout le monde disait, finalement, ce 5%, il est peut-être un petit peu conservateur, parce qu'effectivement, toutes les enquêtes nous indiquent. Et puis, on l'avait vu. Après le déconfinement de mars, on avait bien vu l'activité fortement rebondir. Donc, on est toujours très surpris par la vigueur de la reprise. Donc, tout le monde avait tendance à penser que le 5% était un petit peu conservateur. Donc aujourd'hui, voilà, on pourrait dire qu'il est peut-être plus réaliste. Et encore, c'est Bruno Le Maire qui avait raison avec son plus 5 alors. Voilà, probablement qu'on a peut-être même un biais haussier sur cette prévision. Quoi qu'il en soit, ça peut aller très vite en termes de reprise. Ok, donc la reprise, il n'y a pas de doute. Elle est là. Elle est plus ou moins forte, mais globalement, elle est là. Alors maintenant, est-ce que le timing? Là, on est le 1er juin. Oui. Donc le 1er juin, on commence à refermer le robinet, pas complètement, mais de fait, c'est le... Voilà, c'est le premier vrai mouvement de fermeture partielle du robinet depuis mars 2020. On n'a fait que ouvrir depuis mars 2020. C'est la première fois qu'on referme un peu. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que ce sera efficace? Alors moi, je ne suis pas d'accord sur l'histoire du quoi qu'il en coûte, sur l'idée qu'on est en train d'arrêter le quoi qu'il en coûte. C'est que si vous regardez, 2020, on a eu une chute vertigineuse de la croissance et l'État a compensé les pertes au travers de toutes les mesures que l'on connaît aujourd'hui. Et en fait, il a supporté à peu près le coût de la crise à hauteur des 2/3. Le reste, c'est surtout les entreprises qui ont supporté la crise. Aujourd'hui, on passe de reprise et l'État continue, le quoi qu'il en coûte, continue à prolonger, même s'il y a certaines, si c'est plus ciblé, etc., mais prolonge un certain nombre de mesures, que ce soit au travers du Fonds de solidarité, même si l'accès est un peu restreint. Voilà, il est un petit peu restreint, au travers de l'activité partielle. Aujourd'hui, il compte 100%. Donc aujourd'hui, on est encore plus dans le quoi qu'il en coûte que l'on ne l'était à l'époque du grand confinement. Puisqu'on est en phase de reprise, du trimestre 2020. Finalement, alors après, la question, c'est vraiment toujours la même. C'est quand il faut débrancher les aides et à quel rythme. Et on sait, et on voit bien, et c'est ce qui est annoncé dans le budget de l'État, c'est qu'on va le faire très graduellement. On est vraiment dans cette idée d'avoir du tuilage. C'est-à-dire qu'on va maintenir les aides, notamment pour les secteurs qui ont été les plus impactés par la crise sanitaire, du temps que la reprise, effectivement, gagne en vigueur et puisse prendre le relais. Donc, on est vraiment, à mon avis, dans la question d'un processus. C'est vraiment un processus qui va se faire très graduel. Ça serait dommage que tout ce qui a été fait
soit balayé parce qu'on retire trop vite la perfusion en termes de faillite, de remontée du chômage. De la question sur le timing. Oui. Donc voilà, donc je pense que le timing, oui, on va commencer au fur et à mesure, ça va accompagner en fait la reprise. Et puis je crois tout ça va être un petit peu conditionnel, c'est-à-dire qu'on va voir ce qui se passe au niveau de l'économie, et puis on débranchera un peu plus vite. C'est un pilotage un peu à vue. Pilotage un petit peu à vue, avec demain matin en Conseil des ministres, donc la première loi de finances rectificative donc pour 2021. Rappelons qu'il y a eu 4 budgets rectificatifs pour 2020. En fin d'année, ça s'était pas mal accéléré. Donc là, demain matin, au Conseil des ministres, première loi de finances rectificative avec, je crois, 15 milliards et quelques de dépenses supplémentaires. Donc effectivement, ça accrédite votre propos sur le fait qu'on n'est plus que jamais, d'après Isabelle, dans le quoi qu'il en coûte. Vous êtes d'accord, Victor ? Moi, Malgré le fait que ce soit la reprise, précisément parce que l'État continue à accompagner. Je suis un petit peu plus partagé parce qu'il y a quand même pas mal de... Tout dépend en fait du timing. Moi, j'ai l'impression au niveau du plan de relance que si le plan de relance il ne suit pas tout de suite ou qu'il ne prend pas un peu le relais, il faut qu'il y ait un effet de substitution. S'il n'y a pas d'effet de substitution par rapport au plan de relance, ça veut dire qu'on ne va pas faire des dépenses efficaces. Le maire, il nous a dit que le plan de relance, il avait déjà été engagé à hauteur de 30 ou 40% quand même. Hein. Mais je pense pas tout, hein, manifestement. Mais je pense que justement, moi, je trouvais que ce qui manquait au niveau de... Enfin, tout ce qui a été fait était très bien, que ce soit les activités partielles, les prêts garantis par l'État, le fonds de solidarité, c'était très très bien. C'était très large et c'était ce qu'il fallait faire. Maintenant, il faut peut-être plus cibler ou voire réallouer en fait, certaines formes de dépenses. Et qu'il y a pas mal d'entreprises qui ont accumulé de la trésorerie leur dette nette n'a pas augmenté. Ils sont nettement plus endettés, mais en même temps, leur trésorerie a quasiment augmenté du même niveau. Ça veut dire qu'ils ont des capacités de remboursement qui sont pas forcément dégradées. Qui n'ont pas dépensé leur complément. Est-ce qu'il faudrait concevoir, dire, est-ce qu'on fixe des conditions sur les remboursements pour que justement cette flux de trésorerie-là, peut-être qu'on restructure certains types de prêts, certains types d'aides pour qu'il y ait des investissements spécifiques qui soient faits. Et là, je pense qu'il faudrait mettre des conditionnalités maintenant. C'est peut-être difficile à faire rétroactivement, mais sur l'emploi, sur la digitalisation, sur la numérisation. Et je pense qu'il faudrait que justement bien réfléchir à savoir si ces aides-là, si le plan de relance ne s'active pas assez fortement sur les considérations de cohésion sociale et les considérations qui sont liées à tout ce qui est en processus environnemental. Je pense qu'il y a un câblage qu'il faut être fait pour que justement les aides actuelles ne servent pas, qu'elles soient utiles, parce que là, on ne va pas artificiellement donner de l'argent à des entreprises qui n'en ont pas besoin parce que justement il y a une reprise de l'activité. Mais sur le calendrier, est-ce que c'est voilà, encore une fois, 1er juin, on commence à resserrer, en tout cas sur l'aspect fonds de solidarité, c'est pas l'ensemble des mesures de soutien, c'est le fonds de solidarité. Donc c'était les fameux chèques qui avaient démarré au printemps 2020 à 1 500 €, puis ça n'a pas arrêté de remonter pour pouvoir prendre en compte des cas de figure plus importants. Ça vous paraît le bon moment, effectivement, notamment dans le séquençage du déconfinement, de se dire que 1er juin, il y a ce premier serrage de vis là, sur cette partie-là, fonds de solidarité, des mesures de soutien, ça vous paraît légitime, ça ? Oui, ça me paraît légitime. Mais je pense qu'il faudra très rapidement qu'on se projette et savoir de ce qu'on va faire le jour où le taux de défaillance des entreprises va augmenter, parce qu'on sait que on est un des rares pays en Europe où les défaillances n'ont pas augmenté. Et ça a même baissé. Mais bon, on sait très bien, de toute façon, on n'a pas eu les faillites, on va avoir les faillites qu'on n'a pas eues. Oui. De toute façon, il va y avoir un effet de rattrapage des faillites que l'on n'a pas eues. Oui. Il y a aussi les tribunaux de... Mais vous êtes sûr de ça ? J'ai l'impression que... on va avoir forcément un effet de rattrapage. Le mur des faillites qui était évoqué, là, je peux regarder... M. Prokopiev, là, qui mène il y a des entreprises qui n'étaient pas viables. Voilà. Le mur des faillites prédit par certains ne s'est pas produit. Grâce aux aides de l'État, il faudrait quand même évaluer les effets aussi bien à court terme, moyen terme, avec une crainte d'effet boomerang post-crise. Il est quand même devant nous, finalement. Moi, je pense qu'il n'y a pas de mur de dette, et ça, c'est ce qu'a dit effectivement Victor. Il n'y a pas de mur de dette au sens macroéconomique du terme, au sens où la dette nette, elle, n'a pas progressé, suit sa tendance un peu séculaire, mais en tout cas, une bonne partie des PGE a permis de garnir la trésorerie des entreprises. Et je pense qu'il y a des entreprises qui étaient en capacité de rembourser déjà ces PGE qui ne l'ont pas fait parce qu'on est quand même dans un environnement incertain. Et puis, quoi qu'il en soit, elles peuvent se dire peut-être que c'est l'occasion d'investir ou d'utiliser autrement ces PGE.
Puis voilà, donc il y a déjà d'une part. Mais en tout cas, il y avait des entreprises qui étaient non viables, qui n'étaient pas viables avant la crise. Il n'y a pas de raison qu'elles soient devenues viables après crise. Il y a eu l'effet d'aubaine, elles ont été sous perfusion d'aides publiques. Mais le jour où on va retirer cette perfusion, où on va débrancher les aides, ces entreprises, elles vont mourir. Et c'est le cycle de vie, malheureusement, comme dans tout cycle de vie, il y a aussi des morts d'entreprises. Après, ce qui serait plus grave, et c'est justement ce qu'il faut éviter de faire, c'est que des entreprises qui sont viables, normalement économiquement, qui du fait de la crise ou qu'on débranche trop vite les aides, fassent faillite alors même qu'elles sont productives, qu'elles sont compétitives, etc. Est-ce que vous pensez que là, on ne débranche pas tout, mais on commence à débrancher? Est-ce que ça veut dire qu'on va commencer à voir les entreprises potentiellement zombies débarquer au tribunal de commerce? Je pense qu'on va avoir... ça a déjà commencé, mais de façon significative, c'est-à-dire de façon plus que si on regarde d'habitude, alors que jusqu'à présent, c'était plutôt moins que d'habitude. Si on regarde dans les autres pays, notamment, je crois, en Espagne, on a une accélération assez nette des faillites. Or, ils ont eu des dispositifs, alors peut-être pas dans leur amplitude comme en France, mais ils ont eu des dispositifs à peu près équivalents. Donc oui, bien évidemment, comme dans toute crise, de toute façon, on a ce qu'on appelle ce processus de destruction-création, de nettoyage des économies. Il n'y a pas de raison, même si cette fois-ci, ça a été un petit peu retardé du fait de ces politiques de soutien, mais on aura probablement cet effet nettoyage. Ma question, c'est la reprise justifie-t-elle la fin des aides? Oui. Oui, sinon c'est à vitam aeternam. Oui. Non, mais voilà. Oui, mais pas d'un coup. Oui, mais pas complètement. Oui, mais progressivement. Oui, mais en faisant attention. Cocher la case, Victor. Oui, je pense que oui, mais progressivement. Et tout l'enjeu, c'est de bien, et c'est très difficile à dire. C'est progressivement. Oui, c'est faire quelque chose de progressif et de bien prendre en compte qu'il faut évaluer aussi certes, la dette nette des entreprises n'a pas forcément drastiquement augmenté, mais il faut quand même bien avoir en considération c'est qu'il y a une forte dispersion et qu'il y a des entreprises qui ne sont peut-être pas aussi solides financièrement qu'elles ne le paraissent, et qu'il y a quelque chose à prendre en compte, c'est qu'on sait très bien qu'il va y avoir un jour ou l'autre un resserrement des conditions de crédit, parce que justement, il va y avoir cette perception du risque qui va augmenter, notamment auprès des acteurs bancaires, parce qu'ils savent très bien qu'il va y avoir un risque de hausse de défaillance. Il ne faudrait pas qu'on débranche non plus trop vite ou qu'on ne transforme pas certaines aides trop rapidement, parce qu'il y a des entreprises qui sont viables, et que si du jour au lendemain on leur dit on va retirer les aides parce qu'effectivement ça n'a pas lieu d'être, et que dans le même temps il y a un resserrement fort, un credit crunch qui se formalise, c'est peut-être pas forcément quelque chose qui est très souhaitable, et en plus des risques de contagion, parce qu'il y a des entreprises qu'on appelle des entreprises zombies, qui ne sont pas forcément viables, et qui risquent en plus de ça de contaminer, parce qu'il y aura des créances fournisseurs, des créances de ce type-là. Donc c'est vraiment quelque chose d'important et qui pose la question de ce qu'on abordera demain au Forum économique de la Sorbonne, de comment on finance l'économie de demain dans un environnement où le niveau d'endettement est très élevé et qui a quand même des perceptions des risques qui sont en hausse, notamment dans certains secteurs qui ont été très fragilisés ou qui risquent d'être fragilisés durablement. Ça peut être le cas du tourisme ou d'autres activités de services, si jamais la reprise n'est pas forcément aussi vigoureuse que ce qu'on attend, parce qu'on n'est malheureusement pas à l'abri de reconfinement. J'espère pas, parce que on va essayer vaccination. Mais c'est vrai que c'est des considérations à prendre en compte, et que débrancher trop rapidement même des entreprises viables, c'est peut-être pas forcément souhaitable. Nous, à BSI, on avait commencé à travailler sur ces considérations-là, de se dire, est-ce qu'on ne transformerait pas les aides en nouvel type d'aides, une réallocation des aides vers des entreprises qui n'en ont pas besoin, vers des entreprises qui en ont besoin et qui sont viables, en contrepartie de conditions, notamment sur l'emploi et notamment sur la digitalisation. Parce qu'on voit bien que les entreprises qui ont mieux résisté, c'était les entreprises qui étaient fortement numérisées. Mais on voit bien qu'enfin, c'est vraiment cette idée pilotée à vue, parce que, on va au fur et à mesure recibler, essayer de davantage cibler les aides pour ceux qui en ont vraiment besoin. Se posera peut-être d'ailleurs des aides côté de soutien à la demande à un moment donné. Pour l'instant, c'est vrai qu'on parle beaucoup de cette épargne, mais il y a aussi quelques ménages, quelle catégorie de ménages. On parle des jeunes, des étudiants, des ménages modestes, des femmes en particulier, des femmes isolées, pour qui la situation en sortie de crise va être relativement difficile. Donc il y a peut-être aussi ces questions-là à regarder de plus près. Mais donc ça va être un peu naviguer à vue. C'est la première fois qu'on vit ça. Donc on ne peut pas reprocher à l'État. Je pense qu'il essaie de donner un peu une borne supérieure avec son déficit qui augmente alors qu'il y a la reprise, en mettant des aides, en prolongeant les aides. Il s'est un peu mis une borne supérieure, mais à l'intérieur de cette enveloppe, je pense qu'il y a des choses... Il pourrait y avoir des... On ne sait pas s'il s'est mis une borne supérieure, parce que vous parlez de naviguer à vue, piloter à vue. Samedi, donc il y a
3 jours, le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt, nous a annoncé qu'effectivement, sur les prévisions de déficit 2021, vous l'évoquiez implicitement à la seconde, Isabelle, finalement, ça allait être 220 milliards d'euros de déficit, ce qui est rien de moins que 47 milliards d'euros de plus que ce qu'il prévoyait jusque-là. Donc est-ce que cette espèce de décalage absolument colossal, c'est la conséquence du pilotage à vue, et en même temps on a le sentiment qu'il s'est pas mis une barre maximum, puisque ça devait être 175 milliards, et puis finalement c'est 220. Donc ce sera peut-être plus ou moins. Déjà, le déficit 2020, il devait être à moins 11%. C'était les premières estimations du gouvernement. Alors c'est vrai qu'il y a eu 4 lois de finances. Révisé à la baisse. Voilà, ça a été révisé, mais c'était quand même 11%. Et on avait à l'époque l'idée d'une récession qui allait être de 10%. Et on a fini à quoi, 9,2, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc on finit à 9,2, et la récession finalement sur 2020 n'a été que de 7,9%. Donc voilà, et fort de ça, on n'a pas utilisé toutes les aides qui étaient disponibles sur l'année 2020. Donc il y a eu des transferts de budget de l'année 2020 à 2021. Tout n'a pas été utilisé en chômage partiel, en fonds de solidarité. Donc je crois qu'il y a à peu près 25 milliards qui ont été basculés d'une année sur l'autre. Basculés d'une année sur l'autre. Et puis il y a aussi l'idée de prolonger. Donc ils ont, à mon avis, ils ont prévu assez large. Pour se dire, de ne pas revenir, de ne pas refaire 4 lois de rectificative au cours d'année, de prévoir assez large, compte tenu du fait que oui, on est quand même dans une phase de reprise, et que normalement, ça va aussi peser positivement sur les équilibres publics. Est-ce que vous avez le sentiment que la France, quand on regarde les chiffres, on essaie de faire quelques comparaisons, on n'est pas les seuls, mais on a quand même le sentiment qu'on va être à l'arrivée globalement sur cette crise, on va quand même avoir été les champions du soutien public, non, sur cette, avec le côté vertueux, le cas échéant, je ne porte pas de jugement, mais en termes, quand on voit justement ces niveaux à la fois la quantité de mesures de soutien, surtout, y compris sur la santé, on est quasiment le seul pays au monde où tous les tests sont gratuits, tous les vaccins sont gratuits. Non, mais alors là, il n'y a pas d'exception française. Il y a une exception allemande, comme toujours. Les Allemands ont fait moins de déficit, moins de... Même en Scandinavie, aux Pays-Bas, tout ça, ils ne sont pas... oui, les petits pays, mais si vous regardez les grands... les petits pays, oui, voilà, qui partaient d'une situation budgétaire aussi qui était plus saine que celle de la France. Mais sinon, en termes de ce qui a été débloqué finalement, alors, les effets d'annonce en moyenne, tous les pays européens avaient annoncé à peu près 20% de PIB en termes d'annonces de soutien, etc. Finalement, ils en ont utilisé un peu moins de la moitié. Mais c'est à peu près commun à l'ensemble des pays. Puis vous parlons des États-Unis. Là, vous n'êtes pas du tout sur les... là, vous êtes dans des ordres de grandeur. Oui, mais là, ils font tourner la machine à billets, c'est leur dollar. Beaucoup plus important, sachant qu'effectivement, ils n'avaient pas déjà le même niveau de protection sociale. Ils ont réinventé le système de protection sociale dans cette crise. On le voit bien, c'est le pays qui va plus loin, c'est les États-Unis. Ils font ces défenses-là pour combler des manques, que ce soit sur les infrastructures, mais aussi par rapport au modèle de protection sociale, parce que justement, ils n'ont pas forcément les mêmes mécanismes derrière pour soutenir la demande, et qui sont là un peu à faire beaucoup plus pour faire ce que nous on fait avec beaucoup moins. Nous, nos amortisseurs sociaux, ils ont fonctionné. On en rajoutait en plus pour préserver le tissu productif, l'emploi, les revenus, etc. Mais on a déjà des amortisseurs sociaux qui jouent leur rôle pendant les crises, qu'il n'y a pas aux États-Unis, qui est une économie flexible par nature, et qui a été obligée de s'inventer des mécanismes de protection sociale pour faire face à toutes ces pertes pendant la crise. Pour terminer le débat, pas encore l'émission, un pronostic comme tout à l'heure. Le déficit 2022, il sera toujours autour de 9. Alors je ne sais pas si j'y penserai à vous reposer la question dans un an, donc soyez libre de répondre. On va pas vous projettera pas le truc. 2022. Non, parce que là on a eu donc moins 9 et quelques 2020, moins 9 et quelques 2021. Normalement, on devrait année électorale 2022 quand même. Alors 2022, si on regarde alors la croissance. Après la trajectoire annoncée est censée réduire le. Voilà, normalement la trajectoire de croissance devrait se consolider. On devrait avoir encore une belle année de croissance en 2022, et si tant est qu'effectivement en plus ce plan de relance vienne un peu soutenir l'activité, si les ménages débloquent un peu plus de leur épargne pour la réinjecter en consommation et dans le circuit économique. Donc encore une belle prévision de croissance autour de 4% sur 2022, alors même que normalement, on espère d'ici là, si la situation sanitaire s'éclaircit et nous laisse... Qui reste la condition essentielle. Qui reste la condition bien évidemment sous-jacente, mais si en plus on a mis un peu derrière nous l'épidémie, on aura enlevé progressivement, on aura débranché ces aides. Donc normalement, on devrait avoir une réduction assez mécanique du déficit public. Pronostic le même ?
Oui, le même. En plus, même le gouvernement, dans son publication de son cadrage budgétaire 2027, moi je trouve qu'il est assez conservateur au-delà, mais je trouve que sur 2022, il affiche des chiffres qui sont effectivement une réduction du déficit. Je crois que c'est de l'ordre de 6-7% du PIB en 2022. Et ça correspond tout à fait, du coup, à leurs chiffres d'annonce sur la croissance et le retour d'une activité beaucoup plus soutenue, quoi. Donc, effectivement, moi, je pense que c'est cohérent. C'est cohérent avec ce qu'ils ont annoncé. Ok, je note sur un bout de papier. Rendez-vous dans un an. Il nous reste 5 minutes dans l'émission. C'est l'after. Je vous fais réagir à 2 petits sujets d'actualité autres. On va parler des relations franco-allemandes. C'était hier après-midi, lundi après-midi, Madame Merkel, la chancelière allemande, à 4 mois des élections fédérales qui clôtureront ces quelques 15 années et quelques à la tête de l'Allemagne. Angela Merkel a présidé son dernier conseil des ministres franco-allemands. Est-ce que cette idée de la relation franco-allemande, c'est un fantasme français de dire que voilà, la relation franco-allemande pilote depuis toujours l'Union européenne, ou en tout cas ou est-ce que c'est quand même un peu réel? Alors, du point de vue de la France, c'est une évidence. Du point de vue des Allemands, je ne sais pas. Est-ce que les Italiens, est-ce que les Suédois, est-ce qu'ils disent alors, l'Union européenne, c'est vraiment le couple franco-allemand qui tient tout, ou est-ce que c'est un Non, on a bien vu d'ailleurs, maintenant il y a des nouveaux pays qui s'unissent. On appelle les pays frugaux. Ils ont quand même se sont posés un certain nombre de mesures en se coalisant. Donc c'est plus que simplement le couple franco-allemand. Mais bon, on sait que quand même, les choses vont plus vite si déjà alors, c'est les 2 premières économies de la zone. Voilà, si l'Allemagne et la France sont d'accord. C'est vrai que les Anglais sont partis. Voilà, si l'Allemagne et la France sont d'accord, généralement, ça arrive et ça se fait. Donc, c'est pas une condition suffisante, mais c'est quelque part un peu une condition nécessaire. Mais il y a maintenant, il y a des géométries un peu variables de coalitions qui, notamment au travers de ces pays frugaux, qui d'ailleurs, étaient contre le plan franco-allemand, les 500 milliards qu'ils avaient proposé initialement. Ils ont cédé, ça a mis 4 jours, mais ils ont cédé début juillet de l'année dernière à Bruxelles. Voilà, ils ont fini par céder. Mais vous voyez que, il n'y a pas que, mais ça reste quand même une condition. C'est toujours structurant, le couple franco-allemand, selon vous, Victor? J'avais l'impression que moi, ces dernières années, c'était moins structurant et que là, ça le redevient. Moi, je me rappelle qu'il y avait eu pas mal de débats, notamment sur le mécanisme unique de supervision, sur les aspects réglementaires financiers, où la France et l'Allemagne n'avaient pas du tout des visions similaires, ou aussi sur les questions d'endettement mutualisé, et que là, c'était hyper... Pour sa fin de règne, Madame Merkel est devenue a fait preuve de plus de mansuétude, s'est montrée plus ouverte, plus européenne. Je pense qu'ils ont pris en considération qu'on était des partenaires clés, la France et les autres pays aussi, mais je pense que justement qu'il y a un retour pas ce pacte, mais de cette relation qui est ravivée, là où moi j'avais le sentiment qu'elle avait un peu perdu de son ampleur, et je pense que justement face à des nouvelles coalitions type pays frugaux, heureusement qu'on a cette coalition forte qui se réactive, parce que justement on s'apercevait qu'il y avait d'autres voix qui émergeaient au sein de l'Europe et qui n'étaient pas forcément toujours très pro-européennes. Puis il y avait un enjeu face à la crise, ça a ressoudé le couple franco-allemand parce qu'il y avait un enjeu historique. Il y avait les leçons qu'on avait tirées de la crise de 2008 et de la crise des dettes souveraines, où effectivement on avait mis à rude épreuve la cohésion de la zone euro. On avait vraiment des trajectoires de reprise très divergentes qui pouvaient menacer à terme l'intégrité de la zone euro. On a quand même craint l'éclatement de la zone euro. Et je pense que dans cette crise, il y a vraiment eu la conscience assez rapidement qu'il ne fallait pas réitérer ces erreurs, notamment d'avoir ces mesures budgétaires de soutien historique aux économies. Et en sortie de crise, dans ces plans de relance, c'est vraiment essayer qu'on ait des trajectoires de reprise qui ne conduisent pas à des trajectoires divergentes. Il fallait essayer qu'on crée des forces centripètes qui garantissent l'intégrité de la zone euro. Et pour ça, la relation Paris-Berlin est toujours... c'est un intérêt entendu. Aucun des deux ne veut un éclatement de la zone euro. Et donc, il y avait un enjeu historique qui était ce besoin de cette solidarité pour pouvoir, en sortie de crise, avoir ces trajectoires de relance et de croissance qui convergent au sein de la zone euro. Et pour terminer, rien à voir, il paraît que c'est la fête de la radio, c'est les 100 ans de la radio, à quelques mois après, c'était en décembre 1921, les premières émissions. Alors, le CSA et le service public a décidé de faire une semaine, c'était plus visible au mois de juin. Hey, vous êtes plus jeune que moi, Victor, c'est quoi vos souvenirs radio, votre enfance, la radio dans
Alors moi j'ai plus de souvenirs radio récents, parce que grâce à la crise du Covid, je me suis mis à beaucoup écouter la radio. Ah parce que je d'accord, ne faisais écoutez, pas, ça a été c'est revival du média qui a 100 ans. Et du coup, non, moi petit, quand j'ai dû écouter la radio, ça devait être surtout des émissions de footballistique, donc des matchs de foot, parce qu'à l'époque c'était comme ça qu'on pouvait suivre les matchs. Mais c'est que moi j'ai toujours eu cet attachement-là à la radio, mais qui a été ravivé fortement par la crise du Covid, parce que c'est une source. Je trouve que c'est agréable. Et, bon, on peut l'écouter en podcast en plus maintenant, la radio, donc c'est très. À 100 ans, et ça marche toujours bien. Vous avez réécouté la radio aussi à la faveur de la crise? Déjà, mais enfin moi c'est ma jeunesse, c'est les radios libres. Ouais. Enfin, voilà, c'est ce sentiment de liberté, etc. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, je trouve qu'il y a un regain d'intérêt pour la radio, pour la voix, au travers effectivement de la popularité ou de l'appétit que l'on a sur les podcasts. Et c'est vrai que je consomme c'est plus de la radio, c'est du podcast, mais c'est la même chose en fait, c'est de l'audio. Je consomme différemment la radio. Je ne vais pas aller sur une émission, mais là, à la rigueur, enfin voilà, je vais aller plutôt écouter une émission en podcast, mais pas me tenir à disposition à l'heure de l'émission en particulier. Mais on a une autre manière de consommer la radio. Centenaire et toujours bon pied, bon oeil la radio. Voilà, exactement. Bon anniversaire, la télé c'est bien aussi. Sur Bismart, bien on aussi. se retrouve demain à 23h pour Late et Smart. Merci à tous les deux, merci à vous, à demain.